Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver comme d'habitude. Nouvelle vidéo sur le catastrophe, épisode 13. Ne manquez pas de regarder tous les précédents épisodes. Regardez la playlist qui est disponible. Quant à nous, on est parti. Vous arrivez en SMUR pour un homme de 40 ans qui présente une gêne thoracique depuis 3 heures, se dit essoufflé, il ne connaît plus ses antécédents, oui ça arrive fréquemment, et il ne peut pas compter jusqu'à 10. La première question, vous connaissez sans doute le principe, je vous propose les réponses, et puis vous faites pause tranquillement pour choisir. Alors, quel est l'outil, le paramètre le plus informatif pour la prise en charge du patient? Première proposition, le scope. Deuxième proposition, l'oxymètre de pouls. C, le glucomètre. D, le tensiomètre. Ou E, la fréquence respiratoire. Et là, la question, c'est vraiment l'outil le plus informatif. Je vais vous donner la réponse. La réponse, c'était l'oxymètre de pouls. Pourquoi? Parce que le scope, ça donnera l'aspect du QRS et le rythme, mais ça ne donnera pas une information sur la saturation. Tandis que l'oxymètre, ça donne la saturation, mais ça donne aussi le pouls. Donc en fait, on a bien déjà la priorité sur le ABCDE, le Airway, Breathing et Circulation. On a déjà une très bonne information, même cliniquement, visuellement, avec ces deux infos, donc les pulses et la saturation. Surtout que le patient décède prioritairement d'une désaturation que d'autres choses. Le glucomètre, bon bien sûr il le faudra, mais c'est moins urgent. Le tensiomètre de la même manière, il le faudra, mais après. Et la fréquence respiratoire, oui. Cela dit, vous pouvez éventuellement regarder s'il y a des signes de lutte. Concernant la scène qu'il faut bien analyser, le patient est allongé. Il est en sueur, il est pâle et présente un balancement thoraco-abdominal. Lui se plaint de palpitations et de dyspnée. Vous prenez donc les paramètres. La saturation est à 80% en air ambiant, la fréquence cardiaque à 220, la tension à 140 sur 75 mm de mercure, symétrique, et la fréquence respiratoire à 35. Par ailleurs, température 36, glycémie 1 g par litre. Vous scopez le patient et allez faire un électrocardiogramme. Et la question, cette fois-ci sans proposition, puisque les modalités aux ECN et dans la vraie vie, ça se fait parfois sans question. La question, c'est quelles sont les deux choses que vous faites immédiatement sur le plan thérapeutique. Sur le plan thérapeutique, il y a deux choses toutes simples qu'il faut faire. Je vous laisse faire pause pour éventuellement réfléchir. Et la réponse qu'il fallait faire, ce qu'il faut faire tout de suite, c'est asseoir le patient, puisqu'il est allongé avec des signes de détresse respiratoire, et lui mettre un masque à haute concentration. Donc il faut l'asseoir et lui mettre de l'oxygène. Donc vous l'avez scopé, l'électrocardiogramme arrive bientôt. Une fois que vous l'avez scopé, vous constatez des QRS fins. C'est un scope de qualité, on ne va pas revenir sur le doute éventuel du scope, mais les QRS sont fins. Et la question, c'est quelles mesures préventives auriez-vous réalisées si les QRS étaient larges? Encore une fois, je vous laisse faire pause. Et ce qu'il aurait fallu faire avec un scope qui affiche des QRS larges, c'est immédiatement poser les patchs du défibrillateur, puisque ça pouvait orienter vers une tachycardie ventriculaire. Maintenant, 220 pour une TV, c'est plutôt inhabituel. Je ne rentre pas dans le détail, mais une TV, en général, c'est pas 220, c'est un petit peu moins.
Le temps d'avoir l'électrocardiogramme, puisque oui, c'est un petit peu long, hein, vous avez le temps de faire tout ça. L'infirmière pose la voie veineuse. Donc cette auscultation, des crépitants jusqu'à mi-champ, est compatible avec A. Une pneumopathie, B. Une exacerbation d'asthme, C. Une embolie pulmonaire, D. Une décompensation cardiaque, ou E. Une anaphylaxie. Donc je vous parle juste de l'auscultation compatible. Je ne parle pas du cas clinique, je parle de l'auscultation de crépitants bilatéraux, symétriques, mi-champ. Avec quoi c'est compatible? Je vous laisse faire pause. Vous examinez le patient, constatez une turbulence. Les réponses proposées sont la A, une pneumopathie. C'est pas fréquent, mais ça peut arriver effectivement. Le premier tableau qu'il faut évoquer, c'est une décompensation cardiaque. L'exacerbation d'asthme est plutôt sifflante, ou en tout cas, si vraiment il y a une grosse surcharge de pneumopathie, dans les cas de détresse respiratoire, il peut y avoir même un murmure vésiculaire complet, on n'entend plus rien. Dans l'embolie pulmonaire, il n'y a rien de particulier. Et dans l'anaphylaxie, c'est plutôt une bronchoconstriction, donc un peu comme dans l'exacerbation d'asthme, on va plutôt entendre le wheezing et des sibilants. Donc si vous avez des questions là-dessus, je vous invite à regarder les vidéos disponibles sur la chaîne. Vous avez enfin l'électrocardiogramme dont on parlait tout à l'heure, que voici. Je vous laisse faire pause pour l'analyser puisque la prochaine question va porter sur cet électrocardiogramme. Congestion jugulaire, mais pas d'œdème des bras. Donc cette ECG est compatible avec proposition A, une tachycardie ventriculaire, B, une tachycardie sinusale, C, une tachycardie supraventriculaire, D, une fibrillation auriculaire, et E, un super Wolf. Je vous laisse faire pause pour réfléchir tranquillement et puis on va voir les réponses. Inférieur, un abdomen qui est sans. Alors la réponse correcte, c'était une tachycardie supraventriculaire. Pourquoi? Alors les QRS sont fins. Donc ça ne peut pas être une tachycardie ventriculaire. Ça ne peut pas être un super Wolf, parce que les QRS sont larges. Et la tachycardie sinusale ne peut pas être aussi rapide. Ça ne peut pas être aussi rapide. Ça ne peut pas aller jusqu'à 200-220. C'est pas possible. Sur le plan physiologique, ce n'est pas possible. Ça peut aller jusqu'à 170, éventuellement dans des cas extrêmes, mais on ne peut pas aller bien au-delà. Alors oui, certains diront ça peut aller jusqu'à 220 moins l'âge, mais une tachycardie sinusale est quand même limitée sur le plan physiologique. Et une fibrillation auriculaire, alors non, parce que ça, c'est justement en arythmie. Mais par contre, il peut y avoir, il s'est décrit des fois des flotteurs rapides possibles, hein, en conduction 1 pour 1, mais les QRS sont souvent larges et c'est pas aussi rapide. Donc un flotteur peut être rapide, ça peut aller jusqu'à 150, et les QRS sont larges. Et si ça conduit en 1 pour 1, donc on aura en fait des QRS à un rythme de 150. Effectivement, ça peut être assez confondant avec une tachycardie ventriculaire. Si vous avez des questions, je vous mets en lien les différents articles qui portent sur ces entités un peu particulières. Particularité, il n'y a pas de douleur à la palpation. Le traitement médicamenteux comprend, je parle médicamenteux, proposition A de l'amiodarone 300 mg en IV lent, B de la digoxine 1 mg en IV direct, C de l'amiodarone 300 mg, toujours, mais cette fois-ci en IV direct, D la striadine 10 mg IV direct, ou E la striadine IV lente, 10 mg toujours. Je vous laisse faire pause. C'est une question thérapeutique, mais qui est importante dans le cas de l'urgence, parce qu'il ne faut pas se tromper de posologie et de méthode d'administration. Et les extrémités. La bonne réponse, c'était la striadine 10 mg IVD. Alors que ce soit clair, pour une tachycardie supraventriculaire ou en cas de doute sur une TSV, on administre de la striadine, en s'assurant qu'il n'y ait pas de contre-indication, donc c'est l'asthme, la BPCO, ça peut se discuter, mais surtout l'asthme ou l'allergie. Il faut toujours le mettre en intraveineux direct.
Jamais en nivellant, sinon ça ne marche pas, il n'y a aucun intérêt. Ensuite, pour les autres, l'amiodarone, ça se met en nivellant dans certaines pathologies rythmiques, ça se met sur 30 minutes ou 1 heure, et en IV direct, ça c'est pour l'arrêt cardiaque. Donc ça n'a rien à voir avec cette prise en charge. Quant à la digoxine, non, c'est pas utilisé comme ça pour cette situation. Elles sont froides, mais il n'y a pas de... Avant la striadine, vous avez essayé les manœuvres vagales, qui sont un échec. Donc ça comprend la palpation du glomus carotidien, en s'assurant qu'il n'y ait pas de sténose ou d'athérome qui puisse emboliser pour faire un AVC. On peut essayer de faire une hyperpression à un Valsalva. Donc on peut prendre une pipette par exemple, demander de souffler à l'extrémité de la pipette, de pousser le piston ainsi, et après avoir fait ce mouvement avec la pipette, donc ça fait une hyperpression, un Valsalva, on peut lui relever les jambes. On peut essayer ça, on peut essayer aussi de lui donner un grand verre d'eau bien fraîche. Et si malgré tout ça ne marche pas, on n'essaye pas de l'hyperpression des globes oculaires, ça c'était dans le Moyen-Âge, entre guillemets, mais ça fait hyper mal et ça fonctionne pas plus que ça. Donc maintenant, vous vous dites on va faire la striadine, mais que préparez-vous pour l'administration de la striadine? Les différentes propositions, l'atropine, l'adrénaline, les patchs défibrillateurs ou le plateau d'intubation ou la dobutamine. Je vous laisse faire pause et après je vous donne les réponses. Marbrure. Par ailleurs, donc les bonnes propositions étaient l'atropine et les patchs du défibrillateur. Pourquoi? Puisqu'en fait, la striadine, ça va entraîner une bradycardie qui peut être extrême, avec une pause sinusale jusqu'à 10 secondes, voire même, c'est très rare, mais ça peut entraîner un arrêt cardiaque. Et des troubles du rythme, qui peuvent être choquables. Donc, pour contrer rapidement ces effets indésirables, on utilise et on prépare de l'atropine qui va entraîner une tachycardie en cas de bradycardie très importante. Et si c'est un rythme qui est choquable, au moins on a les patchs du défibrillateur qui sont déjà prêts. L'adrénaline, non, on ne va pas préparer de l'adrénaline. Il n'y a pas d'arrêt cardiaque, pas d'anaphylaxie prévue. Si jamais il se met effectivement en arrêt, on a le temps de préparer l'adrénaline à ce moment-là. Mais on ne va pas préparer tout ce qu'il faut pour intuber, l'adrénaline, le respirateur. Non, on ne va pas tout préparer. Et la dobutamine, non, c'est pareil, c'est pas indiqué dans ce cas-là. Quand vous auscultez le patient, vous entendez. Donc on fait l'injection de 10 mg en IVD de la striadine, mais c'est un échec. Alors qu'est-ce que l'on peut faire à ce moment-là? C'est une situation auquel il faut se préparer, puisque ça arrive, c'est assez fréquent, et pour ce patient, ça c'est effectivement produit. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Première ligne, ça ne marche pas. Deuxième ligne, qu'est-ce qu'on fait? Je vous laisse faire pause pour réfléchir. Et la réponse, c'est que l'on peut administrer une nouvelle dose de striadine. On peut mettre une dose plus importante, 20 mg cette fois. Et si ça ne marche pas, on peut essayer par la suite un bêta-bloquant en IV. On peut refaire l'électrocardiogramme pour s'assurer que ce soit bien ça, etc. Et si vraiment c'est mal toléré, dans ces cas-là, on fait une cardioversion électrique sous sédation. Bon, heureusement, il aura fallu cette deuxième dose pour avoir cet électrocardiogramme. Donc vous voyez que ça a fonctionné. Et c'est un électrocardiogramme de la vraie vie, qui est moche, effectivement, mais dans la vraie vie, c'est pas toujours les beaux électrocardiogrammes. On est des crépitants. Donc vous réexaminez le patient et vous vous rendez compte qu'il a toujours besoin de 12 litres d'oxygène au masque de concentration, qu'il a une tension symétrique à 14,8 et une fréquence cardiaque à 70. À ce moment-là, avec l'examen clinique inchangé, c'est-à-dire une turgescence, des crépitants jusqu'à mi-champ, qu'est-ce que vous envisagez? Proposition A, furosémide 20 mg, IVD. B, de la ventilation non invasive. C, dérivés nitrés. D, amiodarone. E, de l'aspirine. Je vous laisse faire pause et je vous propose les réponses juste après. Dans les deux champs, les réponses correctes, c'était de la VNI et l'utilisation de dérivés nitrés comme le Risordan par exemple.
Alors pour le furosémide, non, on va pas mettre 20 mg, hein, on ne met pas des doses pédiatriques, on met des bonnes doses, donc on peut mettre 80 mg par exemple en IVD. La VNI, ça va permettre de générer une PEP, et c'est très intéressant en cas de décompensation cardiaque, puisque vraisemblablement le patient présente des signes de décompensation cardiaque en lien avec un trouble du rythme, qui est une des causes de décompensation cardiaque. Donc vous avez et le diagnostic aussi étiologique de cette décompensation cardiaque que vous pouvez traiter, que vous avez traité grâce à la striadine, et vous le traitez aussi symptomatologiquement avec de la VNI pour cette PEP. Les dérivés nitrés, c'est pareil, ce sont des molécules utilisées pour le traitement de la décompensation cardiaque, en vous assurant que la tension est suffisante, et effectivement 14,8, on peut y aller jusqu'à 10-11 cm de mercure. L'amiodarone, non, il n'y a pas de, il a 70 de fréquence cardiaque, il n'y a aucun intérêt, et puis l'aspirine, c'est pareil, il n'y a pas d'indication pour l'instant. Pulmonaire, c'est symétrique. Mais dernière question, le fameux, en rentrant aux urgences, vous avez en charge un patient qui est connu pour un Wolff-Parkinson-White. Ce fameux, c'est très rare, mais vous voyez qu'il se plaint de palpitations, il n'est pas très bien. Et quand vous faites l'électrocardiogramme, vous n'avez même pas besoin d'avoir toutes les dérivations, vous voyez ceci. Et là, c'est vous qui devez prendre la décision. Quelle molécule pouvez-vous utiliser? Proposition A, la digoxine, B, striadine, C, atropine, D, flécaïne et E, amiodarone. Donc quelle molécule? Sous-entendu, il y en a plusieurs. Je vous laisse faire pause et je vous donne les bonnes réponses. Et ça remonte quand même jusqu'à mi-champ. Les bonnes réponses, il y en avait deux, c'était la D et la E, la flécaïne et l'amiodarone. Donc la digoxine, non, on n'utilise pas la digoxine, surtout pas, pour un Wolff. C'est contre-indiqué. Wolff en anglais, c'est le loup, et la digoxine, ça vient d'une fleur. Est-ce que vous avez déjà vu un loup manger des fleurs? Non, je ne crois pas. La striadine, c'est pareil, on ne l'utilise pas. L'atropine, c'est pas non plus le cas. Donc on utilise la flécaïne en première intention et l'amiodarone si on n'a pas de flécaïne. Donc voilà pour ce patient qui avait un Wolff. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, on arrive à la fin. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce bleu, ça